Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur l'interview de la Nation qui aujourd'hui est partie à la rencontre du docteur Bakary Toumagno, socio-anthropologue de la santé et expert en santé publique internationale. Il est aussi le promoteur de l'EHESP Mali, école privée de hautes études en santé publique du Mali. Cette école a vu le jour depuis déjà 2009 et de sa création à nos jours, elle a formé environ 500 experts en santé publique. Vous trouvez cette école sur deux sites. Le premier c'est à Amdalaï Asseyi et le second c'est à Kati. Donc avec le docteur Bakary Toumagno qui est donc, je le disais tout de suite, expert en santé publique internationale, nous allons parler de coronavirus au Mali à travers les mesures dites barrières, à travers les rumeurs, à travers la question des médicaments et tant d'autres sujets, toujours sur le coronavirus que nous verrons avec le docteur Bakary Toumagno. Merci donc de nous rester fidèles. Docteur Toumagno, bonjour. Bonjour cher Lissa. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie et très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes très heureux. Alors, docteur Toumagno, coronavirus, qu'est-ce que c'est? Bon, coronavirus, c'est une très bonne question et aujourd'hui, c'est l'actualité. Il faut dire que depuis quelques décennies, depuis la grippe espagnole, on n'a jamais vu une épidémie aussi virulente, n'est-ce pas? C'est vrai que ça fait quelques mois, le monde fait face à une épidémie majeure qui est vitale pour l'humanité, n'est-ce pas? Et qui a aujourd'hui dans le monde a contaminé, il y a plus de 1 million de cas. C'est vrai que plus de 1 million de cas ont été touchés par ce virus-là. Donc c'est un problème de santé publique majeur que les États sont en train de trouver des solutions, n'est-ce pas, mettre en place des réponses pour faire face à cette épidémie-là. Mais nous savons historiquement que quand des épidémies de ce genre font leur apparition sur le continent africain, c'est l'Europe, les États-Unis, le Canada, le reste du monde qui vient en aide en Afrique. Mais pour une fois, c'est le monde tout entier qui est préoccupé. Alors, qui pour nous aider et comment? Ben, oui, ce qui est surprenant dans cette épidémie, c'est-à-dire que souvent quand les épidémies venaient, c'était localisé, c'était un continent, on parle de zones endémiques, épidémiques et on parle de pandémie. Ça c'est un peu le cycle des épidémies, n'est-ce pas? Endémique dans une zone locale, dans un continent, on parle de pandémie quand aussi l'épidémie touche tout le monde au niveau mondial. Aujourd'hui, l'Afrique est souvent vue comme le continent à problème. Mais aujourd'hui, c'est tous les continents qui font face à cette épidémie-là. Donc chacun essaye de trouver des réponses pour lui-même. Donc l'Afrique doit réinventer, n'est-ce pas, inventer ou trouver sa solution. Parce qu'on sait que même quand l'épidémie évolue, il y a des caractéristiques qu'on a trouvées au virus au niveau de la Chine, mais on a trouvé d'autres caractéristiques au niveau du continent africain. Donc l'Afrique doit trouver sa réponse. Les experts africains doivent réfléchir quelle solution africaine on trouve au problème. Je pense que c'est la meilleure façon de traiter ce problème-là. D'accord. Et nous voyons que partout dans le monde, on est en train de parler des mesures dites barrières et on a l'impression que ces mesures-là sont les mêmes partout, mais est-ce qu'elles doivent être ainsi? Bon, je crois que je l'ai déjà dit une fois sur une antenne. La particularité que c'est une épidémie nouvelle où il n'y a pas de réponse. On n'a pas assez de recul par rapport à cette épidémie. Donc, au niveau mondial, par effet de mimétisme, c'est des copier-coller. Chaque État essaye de confiner sa population, de faire ce qu'on appelle le distanciement social, n'est-ce pas, et des mesures barrières, comme tu l'as dit.
parce qu'il n'y a pas de réponse connue. Et quand il n'y a pas de réponse connue, chaque État a essayé de voir ce que la Chine a eu à faire. Donc chaque État, chaque pays a essayé un peu de copier sur la Chine. Mais on doit se poser la question suivante. Est-ce que c'est le cycle même de l'épidémie qui est tombé en Chine, c'est-à-dire qu'une épidémie a un cycle? Est-ce que c'est le cycle même qui est arrivé à son déclin, qui a fait que ça a tombé, ou c'est plutôt la réponse donnée par la Chine, notamment par le confinement, qui a porté ses fruits? Aujourd'hui, sur le plan mondial, il y a ces deux thèses-là. D'accord? Donc, comme il n'y a pas de réponse médicale, bon, on va jouer sur la réponse sociale, et mesures barrières, confinement, etc. Le temps pour la recherche de trouver une solution médicale. Le port des masques, c'est cela. le régulier des mains, c'est cela. Est-ce que ce sont là des mesures que vous trouvez précieuses dans la lutte contre le coronavirus? Alors, et sans porter un jugement, moi je trouve, avec ou sans épidémie, pour des raisons d'hygiène, on doit se laver les mains. Quotidiennement, on doit faire des mesures d'hygiène. Si ça ne vous prévient pas contre l'épidémie, ça vous prévient contre autre chose. Donc, à la matière, je suis vraiment preneur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je dis que chaque culture a sa spécificité. En Afrique, nous sommes une culture où le toucher, s'embrasser, et être ensemble, ça fait partie de notre culture. Quand vous enlevez ça en africain, vous enlevez sa part d'humanité. Donc ça, c'est la contradiction majeure qu'on trouve entre l'épidémie, la réalité épidémiologique, et le comportement social chez nous. D'accord? Donc à long terme, ces réponses, de mon point de vue, les gens sont obligés de faire société ensemble. L'être humain est un être social par définition. Donc si on enlève ce soubassement qui fait l'interaction est à la base de la société, si on enlève tout cela, il ne nous reste plus rien. Donc il va falloir au monde de la recherche, aux spécialistes de la santé publique, aux spécialistes de la communication, de trouver d'autres alternatives plus réalistes. Voilà. D'accord. Et au niveau politique gouvernemental, ici au Mali, nous voyons entre autres mesures, par exemple le couvre-feu qui commence à partir de 21h et qui prend fin à 5h du matin. Cette mesure-là, par exemple, même si tous les Maliens la respectent, en tout cas à Bamako, elle n'est quand même pas tellement bien comprise. Faudrait-il vraiment la comprendre, cette mesure-là, selon vous? Alors, il faut toujours essayer de comprendre les décisions dictées par nos gouvernants. Ils ont le mandat et l'obligation de mettre le cap, de fixer les normes, etc. Nous ne sommes pas dans l'anarchie. Donc, qui dit démocratie aussi demande en tout cas la mise en place, le respect des normes, des règles, des lois. Mais par rapport à l'épidémie, moi je me pose la question suivante, sans critiquer, je vais comprendre. Et, en réalité, les interactions sociales diminuent la nuit. Donc il y a plus de contacts le jour que la nuit, n'est-ce pas? Il y a plus d'activité le jour que la nuit. Est-ce que le fait de mettre les couvre-feux la nuit, est-ce que l'impact, on doit s'interroger, n'est-ce pas, sur l'impact de cette mesure-là? Donc il serait bien de faire une étude sociologique, anthropologique et épidémiologique si le fait de mettre les couvre-feux la nuit, ça a un impact. Moi, je m'interroge sur ça. Deuxième chose, dans la représentation collective, c'est comme si nos gouvernants nous disent la nuit, il y a le virus, la journée, il n'y a pas de virus. On se pose cette question aussi. Donc je pense que, au-delà de cela, ça pose aussi des questions économiques. Des questions économiques, c'est-à-dire qu'il y a une activité économique, il y a des secteurs qui travaillent que la nuit. Quelle réponse on doit avoir sur ça, sachant que la réalité économique va avoir le dernier mot, parce que les gens sont obligés de vivre. Et quand ils sont obligés de vivre, ils sont prêts à braver l'interdit pour mener leurs activités. Mais est-ce que au plan national, les mesures barrières préconisées, au-delà des mesures barrières préconisées, est-ce que vous pensez à d'autres mesures qui pourraient peut-être être très utiles aussi?
Et d'abord, il faudra comprendre au niveau des mesures barrières et au niveau des couvre-feux que les couvre-feux sont vraiment respectés à Bamako. Mais en dehors de Bamako, à 40 km de Bamako, les couvre-feux ne sont pas respectés. Moi, je suis souvent dans la zone rurale, je viens d'une zone rurale, notamment à Sibi, mais les couvre-feux ne sont pas respectés. Donc nous sommes en train de nous leurrer. L'épidémie n'est pas seulement à Bamako, c'est aussi dans nos régions. D'accord? Donc, et nous faire croire que le couvre-feu est appliqué partout n'est pas vrai. Et Bamako n'est pas déconnecté du reste du Mali. Avant de préconiser des recommandations en matière de comportement, moi je pense que nous avons tout intérêt à mener une étude de compréhension du phénomène, une étude pour comprendre les comportements. Pourquoi certaines conduites sont respectées, d'autres non. On doit les faire tout de suite et maintenant pour mieux comprendre notre société et aider les décideurs à prendre des décisions. Ça, c'est mon point de vue. Donc, en la matière, faire trop de prospective, c'est-à-dire que c'est projeter en avant sans donner, en fait, on fait une recommandation qui n'est pas fondée. Donc, l'expert que je suis pour la réalisation d'une étude d'urgence pour trouver les premiers éléments pour aider, n'est-ce pas, nos politiques à prendre la bonne décision. Mais en même temps, nous savons qu'au niveau de l'IHHP, au niveau de votre école, avec vos spécialistes, vos partenaires spécialistes, en fait, sur des questions comme ça, vous êtes en train de mener une étude dans ce sens-là. Pouvez-vous me dire sur quoi porte réellement cette étude et quels sont les objectifs? Merci beaucoup, Idissa. Ça fait plusieurs années, moi je travaille sur la question de la santé mondiale avec une approche plutôt socio-anthropologique, épidémiologique, etc. Et quand on a commencé à sentir l'impact de cette épidémie au niveau mondial et on savait que ça allait toucher notre pays, on a décidé au niveau local. Quand je dis nous, je suis entouré de médecins, de socio-anthropologues, d'épidémiologistes, de psychologues, etc. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire au niveau de l'école privée des hautes études en santé publique. C'est une étude pionnière, exploratoire, qui n'est pas financée. On fait avec nos propres moyens. Il sera intéressant que l'État nous aide, nous accompagne, que les partenaires et les ONG nous aident à approfondir cette étude-là. D'accord? Cette étude va essayer de prendre en compte quelques dimensions. L'évolution de l'épidémie. Va prendre donc la question épidémiologique. Va essayer d'analyser la question politique. La riposte par rapport à l'épidémie. Cette étude va s'intéresser sur les questions sociales, anthropologiques, c'est-à-dire que comment les gens se comportent. En termes de, c'est vrai qu'on va analyser la dynamique de la société malienne avant l'épidémie, pendant l'épidémie, après l'épidémie. Je vous donne un exemple. Là, je touche aux rumeurs. Avant l'épidémie, quelle a été la dynamique au Mali? La dynamique, c'était une maladie des riches. L'épidémie était vue comme une maladie des riches. L'épidémie était vue comme une maladie des blancs. L'épidémie était vue comme une chose lointaine. Ça, c'était avant que l'épidémie n'arrive chez nous officiellement. Maintenant, à partir de, je pense, l'arrivée de ce qu'on a appelé Air Coronavirus, à Bamako, je crois que c'est de la nuit du 19 au 20, si j'ai bonne mémoire. Donc, à partir de cela, la population, l'imaginaire collectif pense que l'épidémie, elle veut rentrer dans notre pays à partir de ce moment-là. Donc, les représentations, les rumeurs ont changé. Comme si l'avion était bourré de malades, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, les Maliens sont convaincus que c'est une maladie qui est là, qui existe. Maintenant, il faut chercher les boucs émissaires. Les boucs émissaires, c'est qui? C'est l'autre qui vient de loin. Ceux qui viennent de France, ceux qui viennent d'autres pays. Les boucs émissaires, c'est aussi tous ces gens qui travaillent dans l'environnement plus ou moins de l'épidémie.
D'accord? Donc il y a eu 2 temps en matière de... Donc ces questions-là, ces questions sociologiques nous intéressent. D'autres questions aussi nous intéressent, c'est la question de la gouvernance mondiale. Comment l'OMS se positionne dans tout cela? Quelle est la réponse de l'OMS? Est-ce que les recommandations de l'OMS sont suivies par nos pays? Par exemple, je vous donne un exemple, l'OMS nous dit de tester. J'ai posé la question, est-ce que ça c'est respecté? Qui est testé? Comment il est testé? Est-ce que c'est toute la population qui est testée? Est-ce que c'est des cas réellement en fait, suspects qui sont testés? Est-ce que l'OMS a recommandé la fermeture des frontières? Non, l'OMS n'a pas recommandé la fermeture des frontières. Les États, par effet de mimétisme, ont fermé leurs frontières. Alors, je vais vous dire, la fermeture des frontières, par exemple, n'arrête pas une épidémie. C'est connu comme c'est vieux comme le monde. D'accord? La fermeture des frontières, tout simplement, cher Dissa, permet de faire face, d'assurer la population au niveau psychologique. Ils pensent qu'ils sont protégés contre l'ennemi. Mais un virus n'a pas vraiment besoin de ça. D'accord? Un virus, ça se propage un peu partout. D'accord? Donc, ça a un effet psychologique, ça a un effet politique, mais ça n'a pas un effet épidémiologique. Ou si ça a un effet épidémiologique, c'est infime. Voilà les questions qui nous intéressent au niveau de notre étude. Donc, je suis vraiment entouré de jeunes, d'anciens, d'experts en recherche sur ces questions-là. Et vraiment, on souhaiterait être accompagnés pour mener à bien notre étude. Et aussi, vous parlez de gouvernance mondiale de la santé. Est-ce qu'on peut parler de la possibilité dorénavant d'avoir une politique mondiale de la santé? C'est un souhait, c'est un vœu. Je vais vous faire quelques révélations. Aujourd'hui, l'OMS est financée par des États. Les États eux-mêmes ont leurs réalités. Il y a des fondations qui financent plus que l'OMS aujourd'hui. Donc l'OMS ne peut pas avoir le leadership. D'accord? L'OMS fédère les États qui ont leurs réalités, qui ont leur point de vue, n'est-ce pas, leurs préoccupations. Par exemple, si vous dites à l'OMS de mettre le cap sur la lutte contre le palu, ça va intéresser les Africains, mais les autres continents, qu'est-ce qu'ils vont faire? La tuberculose, ils ne connaissent pas et ce n'est pas leur réalité. C'est-à-dire qu'en termes d'épidémie ou en termes de maladie, ce qu'il faudra comprendre, une maladie peut être une réalité au niveau mondial, c'est-à-dire que c'est une préoccupation mondiale, mais ce n'est pas une préoccupation continentale ou nationale, n'est-ce pas? Donc c'est cela. L'Ebola était une préoccupation mondiale, mais dans certains pays africains, il y avait d'autres maladies qui tuaient plus que l'Ebola. Donc il peut y avoir une préoccupation mondiale, mais cette préoccupation mondiale n'est pas forcément une préoccupation nationale. Donc tant qu'il y a ces décalages-là, il y a ces incompréhensions, il me paraît difficile de voir à court terme une gouvernance mondiale liée aux enjeux politiques, économiques, etc. etc. Voilà. Dans le monde, nous entendons parler alors, de la possibilité de soigner le coronavirus par la chloroquine, par la nivaquine, mais d'un autre côté, nous entendons parler du fait qu'il n'y a pas de médicaments. Où est-ce que nous en sommes juste? Y a-t-il médicaments ou non contre le coronavirus? À ma connaissance, je parle en fonction des données que j'ai. Aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments avérés pour lutter contre le coronavirus. D'accord? Et ce qui est intéressant dans une épidémie, cher Lissa, surtout une nouvelle épidémie comme le Covid-19, c'est qu'on n'a pas de perspectives. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de faire une lecture historique des autres épidémies. D'accord? De faire cette lecture-là. À chaque fois qu'une épidémie arrive et que les États, les experts n'ont pas de réponse, bien on laisse la place aux rumeurs. Puisque l'humanité est incapable de vivre sans réponse, c'est humain ça. On ne peut pas vivre sans réponse. L'humanité a besoin de sens. Il faut que nous arrivions à donner un sens à une maladie, n'est-ce pas? Quand une maladie n'est pas nommée, la maladie n'existe pas.
Ça, c'est du point de vue anthropologique. Donc, comme les scientifiques n'arrivent pas à nous donner une réponse, ben, les communautés, les populations vont inventer les réponses. N'est-ce pas? Ils vont vous parler du jus de citron, du miel, du gingembre, etc., etc., etc. Parce que l'humanité a besoin de réponses. L'humanité a besoin de donner du sens. Donc, on laisse la place à d'autres expertises fondées sur la science ou pas. Mais je pense que ce phénomène est humain, ça fait partie de notre vie. Donc les scientifiques, les décideurs sont appelés, sont interpellés à tout mettre en œuvre pour trouver des réponses, j'ai envie de dire, adéquates par rapport à cette épidémie-là. Et pour le moment, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est au niveau social de travailler sur ça pour mieux accompagner cette épidémie. Alors, il paraît que la chaleur aussi est notre ami. Cette chaleur de Bamako, par exemple, où on frôle les 40 degrés Celsius, il paraît que c'est notre ami dans cette situation. Alors, vous l'avez si bien dit ça, il paraît. Avec il paraît, le scientifique que je suis, je ne peux rien faire avec il paraît. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, je dis qu'on n'a pas assez de connaissances sur ces virus. On n'a pas assez de connaissances. La Chine a été l'épicentre. L'Europe, ça bascule vers les États-Unis. Qui nous dit que ça ne va pas venir en Afrique? Je vous ai dit, il y a 3 temps, dans un premier temps, l'épidémie n'était pas venue en Afrique. On avait des représentations. Quand l'épidémie est venue, ça a changé. On croyait que ça n'allait pas venir chez nous à cause de la chaleur. Mais pourtant, c'est là. C'est là. Donc, moi je pense qu'une épidémie fait son cycle. C'est comme un U renversé. Ça fait son cycle. Et si on a les moyens, on peut agir sur le cycle de l'épidémie. Donc, le scientifique que je suis, je ne travaille pas sur les rumeurs. Donc, je ne vais pas croire que notre chaleur, les noirs à cause de la couleur de notre peau, nous sommes protégés contre cette épidémie. Donc, je ne suis pas partisan de cette thèse-là, je pense. Je pense que l'humanité, c'est le même homme. Donc si cela est vrai, je pense que nous devons chercher une réponse rationnelle à cette épidémie. D'accord. Et quel est votre appel à l'endroit des Maliens, à l'endroit de tout le monde au Mali, pour que nous puissions quand même minimiser la contamination chez nous? Alors, avant de répondre à la question d'Issa, je vais vous donner quelques chiffres. Plus de la moitié de l'humanité est confinée. Plus de la moitié de l'humanité est confinée aujourd'hui. Il y a plus d'1 million de cas confirmés. Quand on regarde notre pays, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 6 avril, on a 47 cas confirmés, 5 décès. C'est énorme. C'est énorme. J'ai dit l'autre jour qu'il faut que les gens sont obligés de vivre. N'est-ce pas? Face à cela, quel appel? L'appel que j'ai, c'est des réponses concertées, réfléchies, pluridisciplinaires. La santé ne peut pas être résumée à la maladie. La santé ne peut pas être résumée à la maladie. Il y a un auteur célèbre que tu connais forcément, Marcel Mauss, disait que la santé est un phénomène social total. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est un champ qui touche à tous les aspects de la vie. Si cela est vrai, nous devons nous concerter. Par exemple, si au niveau des transports, on décide de mettre 3 passagers dans les taxis ou dans les Sotraman, nous devons comprendre que, par exemple, le taxi, comme disait un de mes collègues, Amadou Traoré, il y a un chauffeur de taxi, mais il y a le propriétaire de taxi. Il y a un contrat entre le propriétaire de taxi et le chauffeur. Mais si nous prenons une décision politique, si nous ne tenons pas compte de cette chaîne de décision, la décision ne sera pas appliquée. Cela est vrai dans le secteur du transport. C'est vrai aussi dans d'autres secteurs. Plus de 50% du PIB africain est dans l'économie informelle. Si nous écrasons cela, c'est notre économie qui est en danger. C'est notre survie qui est en danger. Donc il faut une concertation. Il faut que l'État fasse appel aussi à des chercheurs privés qui
ne sont pas dans le secteur de la fonction publique. Il faut faire appel à tous les services de la nation pour qu'ensemble on puisse générer des données, analyser ces données-là et mettre ça à la disposition de nos gouvernants. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'école privée des hautes études en santé publique, ça fait plus de 10 ans que nous sommes en train de former des experts sur ces questions-là. Aujourd'hui, les médecins que nous formons, c'est des médecins qui sont capables de penser global, n'est-ce pas, de pensée pluridisciplinaire. Médecine traditionnelle, gestion des risques, n'est-ce pas, épidémie, communauté, communication, pour que ce soit un médecin qui est capable de prendre en charge et d'accompagner sa communauté et sa population. D'accord. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie, cher Dissa. Merci beaucoup. Monsieur, vous suiviez l'interview de la Nation qui aujourd'hui était partie à la rencontre du docteur Bakary Toumagnon. Et je vous disais à l'entame que le docteur Toumagnon est socio-anthropologue de la santé et expert de santé publique internationale. Il est le promoteur de l'EHSP Mali, école privée des hautes études en santé publique du Mali, une école créée en 2009 et qui a déjà formé près de 500 experts en santé publique. Il y a donc 2 sites de cette école. Le premier c'est à Ganaï, le second c'est à Kati où nous sommes justement. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous nous donnons rendez-vous. À très bientôt. Merci beaucoup.